journal. Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Démarrage ce mardi des épreuves écrites du baccalauréat deuxième partie au Togo. Ils sont 73 422 candidats à composer pour le compte de ce diplôme qui ouvre la porte pour l'université. Tout se déroule bien selon le ministre en charge de l'éducation qui a visité certains centres d'écrit de Lomé. La capitale ghanéenne reçoit les militaires maliens menés par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. C'est à travers un mini-sommet extraordinaire consacré à la situation malienne. Tous sont arrivés hier lundi soir et ont été reçus au palais présidentiel par le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui dirige la réunion de ce mardi matin avec les chefs d'État de la CEDEAO. Comment trouver intérêt d'entente, c'est tout l'enjeu de la rencontre. Ça passe pour Alassane Dramane Ouattara, Henri Konabédié, Pascal Afingessa et Kakabe. En revanche, ça ne passe pas pour Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Ainsi en a décidé hier lundi 14 septembre le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Le 31 octobre, il n'y aura donc que 4 candidats à la présidentielle pour le pilotage ivoirien. Sylvain Nguessa, la mise à l'écart de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro n'est pas une surprise. Et puis sport, football, les éperviers du Togo seront en stage en octobre prochain. En Tunisie, ce stage sera ponctué par 2 matchs amicaux face à la Centrafrique et au Soudan. Des matchs de préparation avant la double confrontation contre l'Égypte. Radiolomé.tg. C'était là les titres, le développement à présent. Nous le disions en titre, deuxième jour ce mardi des épreuves écrites du baccalauréat deuxième partie. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur et des enseignements primaires et secondaires ont fait le tour de certains centres d'écrit à Lomé. Cet examen qui se déroule dans un contexte marqué par la Covid-19 rassemble au total 73 422 candidats, dont 28 400 filles, toutes séries confondues. Gabriel Aïna. Les ministres Atchadedi Afo et le professeur Akpagana Kofi ont tour à tour visité les centres d'écrit du lycée technique et professionnel d'Atiégou, du lycée Bekpota et du lycée Baguida. Dans les salles, il a été question de prodiguer des conseils aux candidats. Professeur Akpagana Kofi, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce qu'on peut constater, c'est que tous les candidats sont au rendez-vous. Il y a quelques rares absents. C'est normal, mais tous les élèves sont au rendez-vous. Tout est en ordre. Le conseil, c'est qu'il faut qu'ils continuent toujours de rester persévérants, d'être courageux par rapport au compte rendu que le directeur général de l'Office du bac m'a fait. À l'intérieur aussi, tout semble aller. Tout ce que nous souhaitons, c'est que tout ce qu'on a constaté là, que ça se poursuive doucement et qu'on termine à la fin de la semaine comme on a commencé. Cet examen démarré lundi se passe dans un contexte particulier marqué par la pandémie à coronavirus. Pour le ministre des Enseignements primaires et secondaires, Atchadedi Afo, les épreuves se déroulent dans le strict respect des mesures barrières. Partout où nous sommes passés, nous avons vu qu'il y a les dispositifs de lavement. Les élèves, la distanciation est respectée. Les masques sont portés par tous les élèves. De toute façon, l'élève qui arrive sans masque ne peut pas rentrer en classe. Nous sommes donc heureux de constater que ça se déroule dans de bonnes conditions. Les épreuves écrites ont démarré ce mardi par le français. Une des candidates se prononce. Il y a eu 3 sujets. Le premier sujet parle de l'émancipation de la femme, un véritable atout pour le développement de nos sociétés. Le deuxième, qui est un commentaire composé parle de l'orgueil et les procédés par lesquels un poète dénonce la faiblesse de l'homme. Et enfin, le troisième sujet qui nous parle de l'apparition des nouveaux médias qui peuvent entraver le rôle de l'écrivain ou peut aussi l'améliorer. Bonne chance à tous les candidats. Merci à toi, Gabriel Ayena. Il faut le rappeler, le bac de 2020 connaît une innovation cette année. Il s'agit de l'introduction des vignettes à apposer sur les feuilles rabat des candidats. Pourquoi cette vignette et quel est son avantage? Professeur John Dokofi, il est superviseur général adjoint chargé de l'écrit au bac de 2020. Dans le temps, qu'est-ce qui se passait?
lorsque les épreuves sont terminées, les copies sont acheminées dans un centre d'anonymat où les copies sont anonymées. Ça veut dire que les copies portent des numéros au niveau de l'entête et sur la copie. Et ensuite, on déchire l'entête. Donc, la copie qu'on a n'a que des codes. Une fois que c'est fait, les copies sont envoyées dans un secrétariat de la correction. Et au niveau du secrétariat de la correction, on anonyme les centres. Cette année, l'innovation, c'est que, au lieu d'anonymer les copies, chaque candidat possède une quantité qui sont sur une plaquette avec son numéro de table. Et lorsqu'on lui donne son cahier, il doit mettre 3 vignettes qui portent l'information du candidat. D'abord, 2 vignettes à la première page et une vignette à la 3e page. Donc une fois que c'est fait, lorsque l'épreuve est terminée, donc on déchire directement l'entête. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus question d'envoyer les copies dans un centre d'anonymat. Donc les copies quittent directement le centre d'écrit et vont aller directement au secrétariat de la correction où maintenant on va anonymer maintenant les centres d'écrit. L'avantage de ces codes QR, c'est que vous savez que tout ce qui est fait par les humains, il y a toujours des petites erreurs. Or, lorsqu'on met directement les vignettes, ça veut dire qu'on peut éviter toutes les erreurs que ça peut comporter. Ça nous permet de réduire le temps même d'attendre des candidats pour le résultat du baccalauréat. Les opérateurs économiques s'approprient le nouveau code des investissements de la République togolaise. Ils sont depuis ce matin en un atelier national de vulgarisation de cet outil d'investissement. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur privé au Togo. Geneviève Pogno. Le gouvernement togolais, dans son programme de réforme économique, a initié un processus de refonte du cadre des investissements, focalisé entre autres sur le code des investissements dans la perspective de rendre le pays le plus attractif aux investisseurs. C'est à ce titre qu'il est procédé à la modification de certaines dispositions du code de 2012 en vue d'une meilleure lisibilité des avantages fiscaux. Ce nouveau code d'investissement promulgué en juin 2019 par le chef de l'État a été bien accueilli par les opérateurs économiques. Glékossi Ametepe, deuxième vice-président de CCIT. En tant qu'opérateur économique et représentant de la fêtière des opérateurs économiques, nous disons bravo que le code il a été amélioré pour permettre que des investisseurs locaux et internationaux viennent étayer notre vision du développement, qui renforce les innovations même que le PND est. Ce qui veut dire qu'un outil de performance nous est offert que nous devons exploiter positivement pour favoriser notre propre développement, le développement de nos industries, de nos usines, de nos entreprises et par ricochet le développement de notre tissu économique. Ce document permettra à notre pays de mieux cibler les aides en fonction des besoins des investisseurs nationaux et étrangers et de les aligner sur les priorités du gouvernement relatives au plan national de développement PND. Les nouvelles innovations apportées à ce nouveau code avec Messan Kofi Frank, directeur du développement du secteur privé. Selon le PND, le gouvernement ambitionne de porter à 7,6% le taux de croissance à l'horizon 2022 et de créer au moins 500 000 emplois. Le nouveau code qui est adopté a pour ambition de renforcer l'attractivité de notre pays, d'amener les investisseurs à créer plus d'emplois. Les nouvelles innovations, c'est que le gouvernement veut mettre l'accent sur la création d'avantages fiscaux seront accordés non pas par rapport au profit réalisé par l'entreprise, mais par le nombre d'emplois que l'entreprise aura aidé à créer. Également, l'innovation, c'est pour encourager les entreprises à aller s'installer à l'intérieur du pays, alors que le PND veut un développement inclusif. Donc, il faut que toutes les parties du Togo soient concernées. Donc, on veut un développement harmonieux du Togo. La société Panou Group a lancé ce matin à Lomé la formation du programme d'apprentissage professionnel pour la réinsertion professionnelle à Fraisse. Cette formation s'inscrit dans le cadre du Togo, du projet Togo Navette de la dite société qui vise à former les élèves pilotes pour leur insertion dans la vie professionnelle. Panou Mathieu, PDG de la société. Togo Navette vise à lancer dans la ville de Lomé, dans un premier temps dans sa phase pilote, une flotte de véhicules neufs qui sera équipée de géolocalisation, de tracking, de Wi-Fi à l'intérieur, à telle enseigne que tous les passagers qui atterriront à l'aéroport au Togo pourront
avant leur atterrissage, réserver nos véhicules avant d'atterrir. À telle enseigne également que tous ceux qui sont dans la ville de Lomé et qui souhaiteraient se déplacer d'une manière sécurisée avec le confort nécessaire pourront appeler nos services pour se déplacer librement dans la ville du Togo. La formation commence ce 15 septembre et prendra fin le 15 novembre prochain. Le bien-être de l'enfant, c'est le souci commun qui a rassemblé ce mardi à Lomé les acteurs de la protection de l'enfant autour d'un atelier organisé par l'OS Village d'enfants. Dans quel cadre se situe cette rencontre? Madame Bakoussam Manzi Inika, elle est directrice SOS Village d'enfants. Cela a été organisé pour pouvoir contextualiser ce document international qui a été élaboré par notre fédération pour que ce document devienne un document national de prévention des mauvais placements des enfants. On a déjà fait l'évaluation, donc on va présenter le rapport d'évaluation. On a déjà également collecté beaucoup d'informations. Le rôle des acteurs aujourd'hui, c'est de réfléchir par rapport à ce rapport d'évaluation pour nous dire que oui, le rapport est bon, et également intégrer les observations pour valider, contextualiser ce document. Rappelons que SOS Village d'enfants est une organisation sociale non gouvernementale d'aide au développement présente dans 136 pays au monde. Elle solidifie la capacité des familles afin d'assurer une meilleure prise en charge à chaque enfant. L'opération Noël pour enfants tient ses promesses pour l'année 2020. L'annonce a été faite hier à Lomé lors d'une conférence dénommée Une Connexion. Cette rencontre se veut un forum d'encouragement des acteurs des églises locales, des formateurs et de la coordination nationale de Noël pour les enfants. Pendant 2 jours, les participants vont s'approprier de nouvelles orientations du programme et des cours d'évangélisation destinés aux enfants. James Jostwaite, il est directeur régional Afrique centrale du projet Opération Noël pour enfants formateurs. Bon, nous avons les équipes dans tout le pays et nous avons 18 équipes. Chaque équipe arrivée ici pour un temps d'encouragement, alignement et enseignement. Parce que notre programme est détaillé et spécifique et technical comme ça. Et c'est nécessaire pour chaque équipe d'arriver à Lomé pour leur former et leur encourager. Nous avons un processus quand les boîtes cadeaux arrivent à Lomé, nous faisons les distributions. Et cet événement, c'est très très spécifique. Il y a les détails où nous devons placer les enfants, les parents, les formateurs et nous partageons l'évangile de Jésus après recevoir les cadeaux. Et après, il y a un cours des disciples. On enseigne les enfants pour être les disciples de Jésus. Le journal Henri Ochocho. Il est exactement 12h44 sur les antennes de Radio Lomé. L'actualité internationale cap sur le Ghana. Eh bien, la junte et la CEDEAO se trouveront-elles un terrain d'entente? C'est tout l'enjeu de la rencontre prévue ce mardi 15 septembre au Ghana entre les chefs d'État de la CEDEAO et des représentants de la junte au pouvoir au Mali, alors que l'ultimatum de l'organisation expire ce jour. Un président civil de transition doit être nommé à Bamako pour assurer la transition après la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Edouard Sono. Tous sont arrivés hier soir et ont été reçus au palais présidentiel par le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo qui dirige la réunion de ce mardi matin avec les chefs d'État de la CEDEAO. Un mini-sommet extraordinaire consacré à la situation malienne puisque l'ultimatum lancé par l'organisation arrive à échéance. Or, pendant ce temps, les sanctions économiques sous-régionales continuent de s'appliquer au Mali. En effet, la CEDEAO a placé le pays sous sanction après le coup d'État du 18 août dernier et avait donné à la junte jusqu'à cette date pour céder le pouvoir à un civil. Or, ce n'est pas ce que prévoit la charte adoptée ce samedi 12 septembre. Elle évoque une période de 18 mois, mais ne tranche pas au sujet du caractère civil ou militaire de son dirigeant. Il devait être choisi par un comité mis sur pied par la junte. Juste avant cette rencontre, le militant Clément Dembélé lance un appel à la clémence, lui qui soutient à titre individuel la charte,
même si le comité stratégique du M5 l'a rejeté. Nous ne sommes pas dans un conflit avec la CEDEAO. Nous n'avons pas aujourd'hui l'intention, ni la volonté, ni les moyens de nous braquer contre la CEDEAO. Mais il faut aussi que la CEDEAO comprenne que nous sommes un pays souverain, que le Mali doit être aussi respecté dans son choix, que la CEDEAO soit un peu regardante sur la volonté du peuple malien, un peu plus souple avec les Maliens, parce que faire un embargo au Mali va obliger les Maliens à passer par la Mauritanie et la Libye, qui ne sont pas membres de la CEDEAO. Il ne faut pas non plus que les Maliens soient obligés de demander à d'autres États qui ne sont pas de la CEDEAO, des États du commerce international, des échanges commerciaux avec le Mali. Ce ne serait pas bienvenu pour le Mali ni pour la CEDEAO. Mettre à genoux le Mali, c'est aussi mettre à genoux la sous-région, prévient Clément Dembélé. Merci à toi, Edouard Sonon. Présidentielle ivoirienne, la liste des présidentiables pour le scrutin du 31 octobre est désormais connue. Plusieurs personnalités politiques ivoiriennes se sont vues refuser leur dossier, notamment l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, qui contestent le rejet de leur candidature. Marie-Claire Pagnou. Le Conseil constitutionnel ivoirien a validé seulement 4 des 44 candidatures déposées pour la présidentielle d'octobre prochain. Outre celle du président sortant Alassane Ouattara, ont été acceptées celles de l'ancien président Henri Konan Bédié, de Pascal Affi-N'Guessan, ancien premier ministre sous la présidence de Laurent Gbagbo, et du député Kouadio Konan Bertin, dissident du parti de M. Bédié. Guillaume Soro et Laurent Gbagbo ne figurent donc pas parmi les présidentiables. Comme Laurent Gbagbo, Guillaume Soro voit donc sa candidature refusée pour cause de condamnation devant la justice. Pas de prise de parole encore pour Guillaume Soro, qui a néanmoins réagi sur les réseaux sociaux. Je conteste vigoureusement la décision injuste et infondée prise par le Conseil constitutionnel. Je considère que c'est une décision politiquement motivée, juridiquement boiteuse et qui s'inscrit dans une logique d'anéantissement de la démocratie et de l'état de droit, a-t-il déclaré sur Twitter et Facebook. Le Conseil constitutionnel vient de cautionner, et cela sans surprise, la forfaiture et le parjure de M. Ouattara. Dans ces circonstances, j'annonce que nous engagerons une étape nouvelle de notre combat pour la démocratie dans notre pays. Elle sera âpre, mais nous la gagnerons sans aucun doute. Guillaume Soro a promis de dévoiler ses intentions le 17 septembre prochain lors d'une conférence de presse en France. Et vous l'avez compris, c'est la page des sports. Les éperviers du Togo joueront en octobre prochain 2 rencontres amicales face à la Centrafrique et au Soudan dans le cadre de la journée FIFA. 2 matchs test avant la double confrontation en novembre face à l'Égypte, comptant pour les éliminatoires de la CAN. Pendant ce temps, l'international togolais Razak Boukari retrouve les pelouses après plusieurs mois de blessures. Solem Lemou. Les poulains de Claude Leroy profitent de la prochaine journée FIFA prévue en octobre pour affûter leurs armes avant la double confrontation contre les pharaons d'Égypte. Djene Dakonan et compagnie livrent 2 rencontres amicales face à la Centrafrique et au Soudan. Selon les nouvelles, le premier match se dispute le 8 octobre contre la Centrafrique. Quant à la seconde affiche amicale, elle devait avoir lieu contre le Soudan le 13 octobre. Les 2 rencontres auront lieu en terre tunisienne qui sera la base de stage des éperviers du Togo. Bonne nouvelle pour l'international togolais Razak Boukari qui retrouve enfin les pelouses. Devenu un appât facile pour les blessures ces dernières saisons, Razak Boukari a effectué une préparation particulière pour amorcer la nouvelle année sportive 2020-2021. L'attaquant de Châteauroux a participé à la rencontre de son club face à Valenciennes samedi en Ligue 2 française. Toujours en football, l'attaquante des éperviers dames Wedikou Mafi s'offre un doublé et lance sa saison. Lors de la première journée du championnat féminin de 3e division, disputée le week-end écoulé,
L'épervier dame s'est une fois encore montrée flamboyante avec un doublé après le quadruplé lors du premier tour de la Coupe de France. Wedioku Mafi a participé ainsi à la large victoire de sa formation l'AJ Auxerre 7-0 contre Melesi Mercury, comptant pour la première journée du championnat. Hormis son doublé, la Togolaise a également délivré une passe décisive dans cette rencontre. L'international ghanéen André Ayew est désormais le capitaine de sa sélection. Souvent en conflit avec Diane Asamoah pour le capitanat au sein de la sélection des Black Stars du Ghana, André Ayew est dorénavant confirmé comme le capitaine par Charles Akounor, sélection des Black Stars. Déjà capitaine lors de la dernière CAN sous Kwesi Appiah, le joueur de Swansea est confirmé dans ce rôle par le patron du nouveau staff technique de la sélection ghanéenne de football. Quand il n'est pas sur la pelouse, c'est Thomas Partey, le milieu de terrain de l'Atlético Madrid, qui jouera le rôle de capitaine. Le gardien Richard Ofori est désigné comme second vice-capitaine. Cyclisme pour finir, Tour de France, aucun test positif au Covid dans la bulle course. Les 785 tests Covid réalisés ces 2 jours auprès des coureurs, des accompagnateurs et du personnel lié au Tour de France sont revenus négatifs. Le Tour poursuit ce mardi sa route vers Paris et retrouve son directeur Christian Prudhomme qui avait été testé positif au Covid-19. Voilà qui marque la fin de ce journal quelque peu long. Actualité oblige. Retenez avant de nous séparer que le démarrage ce mardi des épreuves écrites du baccalauréat deuxième partie au Togo a été effectué. Ils sont 73 422 candidats à composer pour le compte de ce diplôme qui ouvre la porte pour l'université. Tout se déroule bien selon les ministres en charge de l'éducation qui ont visité certains centres d'écrit de Lomé. Et puis la capitale ghanéenne reçoit les militaires maliens menés par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. C'est à travers un mini-sommet extraordinaire consacré à la situation malienne. Tous sont arrivés hier lundi soir et ont été reçus au palais présidentiel par le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui dirige la réunion de ce mardi matin avec les chefs d'État de la CEDEAO. Comment trouver un terrain d'entente, c'est tout l'enjeu de la rencontre. Alors, sensibilisation coronavirus, c'est avec Juliette Kamdé. La Covid-19 est-elle aggravée par ce que les scientifiques appellent l'orage cytokinique, une violente réponse inflammatoire du système immunitaire et qui peut dans certains cas se révéler mortelle, alors qu'en avril dernier, une étude menée par des chercheurs anglais suggérait qu'une majorité de patients ayant développé une forme grave de Covid-19 étaient aussi touchés par un syndrome de choc cytokinique. De nouveaux travaux d'une université hollandaise montrent au contraire que la Covid-19 n'est pas caractérisée par un orage cytokinique. Selon ces auteurs, cela pourrait avoir des conséquences sur le traitement des patients. Un orage cytokinique se caractérise par une production excessive de cytokines déclenchée par un agent pathogène d'une virulence extrême et qui se manifeste par une violente réponse inflammatoire du système immunitaire. Les cytokines sont libérées par l'organisme en cas d'attaque par un agent pathogène, mais il arrive que le système immunitaire s'emballe en sécrétant un nombre trop important de cytokines qui créent alors des lésions dans les tissus. Cette réponse immunitaire inadaptée est particulièrement nocive et s'avère fatale. Dans le cas de la Covid-19, de précédentes études établissent l'hypothèse que l'orage cytokinique contribuait à la gravité de la maladie. Ces nouveaux travaux montrent alors que ce n'est pas toujours le cas. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs hollandais ont mesuré la concentration de 3 cytokines essentielles dans le sang des patients admis aux soins intensifs avec plusieurs affections distinctes. Les taux de cytokines ont été mesurés en utilisant les mêmes méthodes pour chacun des groupes de patients. Il s'est avéré que le niveau de cytokines était significativement moins élevé chez les patients atteints de Covid-19 que ceux souffrant de choc septique ou d'une infection respiratoire aiguë sévère.
Par rapport aux patients en choc septique sans infection respiratoire, donc sans maladie pulmonaire grave, les patients atteints de Covid-19 présentaient également des niveaux de cytokines nettement plus faibles. En réalité, les concentrations de cytokines chez les patients Covid-19 étaient similaires à celles des patients en soins intensifs ayant suivi un traumatisme ou un arrêt cardiaque, conditions qui ne sont pas notées pour une tempête de cytokines, explique un co-auteur des travaux. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg